J'étais au port de croisière, mes valises à mes pieds, de la crème solaire sur mon visage et des lunettes de soleil, prête à embarquer pour les vacances de rêve avec mon fils et sa femme. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que, soudain, je reçoive un message texte. Maman, il y a eu un changement de plan. Tu ne viens pas à la croisière. Nous partons juste en famille. À cet instant, mon cœur s'est glacé. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne et écrivez en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires parviennent. Je peux encore sentir l'odeur salée de ce matin-là. Le port de Miami était animé de touristes enthousiastes portant valises et sourires. Je souriais aussi, trop impatiente pour la croisière familiale que nous avions prévue depuis des mois. À 62 ans, ce serait ma première fois sur un bateau, un petit rêve devenu réalité après tant de travail. Ma crème solaire dans mon sac de paille, mon nouveau chapeau de plage, 3 robes achetées spécialement pour les dîners formels. Le bonheur d'une femme simple sur le point de réaliser un rêve modeste. Mon fils Daniel était en retard. Rien d'inhabituel. Depuis qu'il avait épousé Sarah, la ponctualité était devenue un article de luxe. Je me suis assise sur un banc près de la zone d'embarquement et j'ai attendu, regardant les familles arriver, animées, s'embrassant, unies, comme je pensais que la nôtre le serait. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message de Daniel. Maman, il y a eu un changement de plan. Tu ne viens pas avec nous en croisière. Sarah préfère que ce soit juste la famille. Nous t'expliquerons mieux à notre retour. J'ai lu ces mots 3, 4, 5 fois. Mes yeux n'arrivaient pas à y croire, mais mon cœur le savait déjà. J'ai levé la tête, et ils étaient là sur le pont supérieur du navire. Daniel, Sarah, et mes 2 petits-enfants, Mason et Chloé. Ils n'ont pas réalisé que je les regardais, ou peut-être qu'ils l'ont fait et ont fait semblant de ne pas le faire. Sarah souriait, ajustant ses cheveux blonds tout en montrant quelque chose aux enfants. Mon fils regardait son téléphone, vérifiant probablement si j'avais lu son message. Juste la famille, comme si j'étais quoi, un satellite lointain, une étrangère, pas la femme qu'il avait élevée seule, qui avait eu 2 emplois pour qu'il puisse aller dans de bonnes écoles, qu'il avait serré dans ses bras quand il rentrait en pleurs après avoir perdu des matchs de football. Mes mains tremblaient. J'ai attrapé mes valises et je suis sorti de ce port sans me retourner. Le taxi m'a déposé chez moi 40 minutes plus tard. Je suis entré dans l'appartement qui m'avait autrefois semblé douillet et qui avait maintenant le goût de l'abandon. J'ai jeté mon sac sur le canapé et je suis allé directement à mon bureau où je gardais tous les documents importants. Dans le 2e tiroir, à l'intérieur d'un dossier bleu, se trouvait l'acte de propriété de la maison de Daniel, la maison que je leur avais achetée il y a 5 ans quand ils s'étaient mariés. La maison où je n'étais pas la bienvenue pour les dîners du week-end parce que Sarah avait besoin d'espace pour créer sa propre atmosphère familiale. La maison dont j'avais effectué le dernier paiement hypothécaire il y a exactement 2 mois. La maison qui était toujours à mon nom. Il ne s'était jamais soucié de ce détail. En fait, Daniel disait toujours, c'est juste de la bureaucratie, maman. Nous réglerons ça plus tard. Et moi, naïve, je croyais que ce n'était qu'une question de temps avant que nous formalisions le transfert. Mais maintenant, je comprenais. Ce n'était pas de l'oubli. C'était de la commodité. J'ai essuyé les larmes que je n'avais même pas remarqué couler. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai passé un appel. Monsieur Marc, c'est Hélène Miller. Vous vous souvenez de cette maison que j'ai achetée pour mon fils? Oui, celle-là. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options légales. Pendant que je parlais à mon avocat, un étrange calme a commencé à m'envahir. Ce n'était pas de la rage, même si elle était là, pulsant sous ma peau. C'était une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si soudain toutes les pièces s'emboîtaient. Les mots de Sarah sur la création de limites saines. La distance croissante de Daniel, les commentaires sur le fait que j'étais trop intense avec les petits-enfants, les excuses pour ne pas m'inclure dans les célébrations, même le fait que lors des derniers Noël, j'avais reçu des cadeaux de plus en plus impersonnels, une cocotte électrique. Une carte cadeau de grand magasin. Ce n'étaient pas des incidents isolés. C'était un schéma, un plan pour me repousser lentement, ne gardant que ce qui les intéressait, mon soutien financier, ma disponibilité pour les urgences, mon nom sur les documents de la maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre seuls. J'avais été réduite à une fonction, un distributeur automatique émotionnel et financier.
Monsieur Marc a confirmé ce que je savais déjà. La maison était légalement à moi. Je pouvais en faire ce que je voulais. La vendre, la louer, la modifier. Tout était à mon nom, et il n'y avait aucun document promettant un futur transfert à Daniel. Combien de temps cela prendrait-il pour finaliser une vente, ai-je demandé, me surprenant de la fermeté de ma propre voix. Avec un acheteur intéressé, 2 semaines, peut-être moins si nous accélérons le processus. La croisière durerait 10 jours. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un email à Teresa, mon ami agent immobilier. J'ai besoin de vendre une maison rapidement. C'est une question de dignité. Cette nuit-là, je n'ai plus pleuré. J'ai préparé une tisane à la camomille, me suis assise sur le balcon et j'ai regardé la silhouette illuminée de la ville. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à Daniel, à Sarah ou aux petits-enfants. Je pensais à moi. Qui étais-je avant de devenir la mère de Daniel ou la grand-mère des enfants? Je me suis souvenu de l'Hélène qui aimait danser, qui rêvait de voir Paris, qui avait ses propres amis et intérêts. L'Hélène qui avait été progressivement effacée pour laisser place à une version commode de moi-même, une version qui s'intégrait parfaitement dans les recoins de leur vie sans déranger, sans prendre trop de place. Ce message au port n'avait pas seulement été une exclusion d'une croisière. Cela avait été un rappel cruel que pour eux, je n'étais plus essentiel. J'étais jetable, un extra, pas de la famille. Eh bien, si c'est comme ça qu'ils voulaient jouer, j'avais mes propres cartes et il était temps de les utiliser. J'ai sorti mon journal et j'ai commencé à écrire un plan. Pas pour me venger, même s'il y avait un goût amer de justice dans tout cela. C'était pour ma survie. C'était pour mon respect de soi. Pendant que leur navire s'éloignait de la côte Caraïbe, j'ai commencé à tracer ma propre route. Une route où, pour la première fois depuis des décennies, j'étais la priorité. La semaine suivante fut un tourbillon d'actions calculées. Teresa, mon ami agent immobilier, a trouvé un couple intéressé en seulement 3 jours. Jeune, sans enfant, avec du liquide. Nous avons programmé une visite pour le lendemain. J'avais besoin d'une excuse pour entrer dans la maison de Daniel. Après tout, même si elle était légalement à moi, ils la considéraient comme leur foyer. J'ai utilisé la clé que je gardais toujours pour les urgences. Maman, disait Daniel, j'étais entré avec l'étrange sensation d'envahir un espace qui m'appartenait sur le papier, mais pas dans leur cœur. Je suis venu récupérer quelques plantes pour m'en occuper pendant votre absence, ai-je dit à la voisine curieuse qui me regardait depuis son jardin. Elle a souri, me croyant. Après tout, j'étais la mère dévouée de Daniel, connue de tout le quartier. À l'intérieur de la maison, j'ai été accueilli par le silence et les souvenirs. Je me suis souvenu du jour où je leur avais remis les clés, de l'étreinte émotionnelle que Daniel m'avait donnée, des larmes de gratitude dans les yeux de Sarah. Comment cela s'était-il transformé en juste la famille en si peu de temps? En parcourant les pièces, j'ai remarqué les signes de mon exclusion progressive. Sur les photos au mur, j'apparaissais de moins en moins. Dans les derniers cadres, je n'étais sur aucun d'eux. Sur les étagères, aucun livre que j'avais offert n'était exposé. Même la courte pointe que je leur avais tricotée était rangée dans le placard, remplacée par une achetée en magasin. Dans le bureau de Daniel, j'ai ouvert des tiroirs à la recherche de tout document lié à la maison. C'est alors que j'ai trouvé une enveloppe avec un en-tête d'avocat à l'intérieur d'un projet de document intitulé « Transfert de propriété », daté d'il y a 3 mois, mais jamais signé ni présenté à moi. Le texte était clair. Il prévoyait de demander le transfert de la maison à leur nom dès que le dernier paiement serait effectué, c'est-à-dire il y a 2 mois. Mais quelque chose les a arrêtés. Peut-être qu'ils ont calculé que je ne serais pas d'accord si facilement. Ou peut-être attendaient-ils le moment parfait pour en parler quand j'étais émotionnellement vulnérable. J'ai mis le document dans mon sac. Une preuve. Non pas que j'ai eu besoin de plus de raisons pour poursuivre mon plan, mais cela a confirmé mes soupçons. Ce n'était pas une omission. C'était une stratégie. Le lendemain, le couple intéressé a visité la maison. Émilie et Robert, tous 2 médecins, sont tombés amoureux de la propriété. C'est parfait pour nous, ont-ils dit, inconscients du drame entourant ces murs. Ils ont fait une offre au-dessus de la valeur marchande avec un paiement comptant et une date de clôture dans 1 semaine. Es-tu sûr de ça, Hélène, a demandé Teresa alors que nous signions les documents initiaux. Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je répondu, me surprenant de la fermeté de ma voix. Monsieur Marc, mon avocat, s'est occupé de tous les aspects légaux.
Il a expliqué qu'en tant que propriétaire enregistré, j'avais le droit de vendre la propriété. Ils ne peuvent pas prétendre à la surprise ou à l'ignorance puisque la propriété a toujours été clairement à votre nom, a-t-il expliqué. La vente a été finalisée en un temps record. L'argent a été déposé sur mon compte et les nouveaux propriétaires recevraient les clés le 27 juillet, un jour avant le retour de la croisière. Il y avait un dernier détail à régler. Que trouveraient-ils à leur retour? Je ne voulais pas simplement disparaître. Je voulais qu'ils comprennent les conséquences de leur choix. Alors, j'ai écrit une lettre. Daniel et Sarah, la maison que vous appeliez votre foyer a été vendue. Elle a toujours été légalement à moi, comme vous le saviez bien, tout comme vous saviez que j'ai terminé de rembourser l'hypothèque il y a 2 mois en utilisant mes fonds de retraite. Quand j'ai reçu votre message disant que je n'étais pas assez de la famille pour vous rejoindre en croisière, j'ai finalement compris ma place dans votre vie. Une place périphérique et commode, disponible uniquement en cas de besoin. Les nouveaux propriétaires emménageront demain. Vos effets personnels ont été stockés dans une unité de stockage payée pour 3 mois. La clé et l'adresse sont chez Maître Marc Almeida, dont les coordonnées sont jointes. Ne vous dérangez pas à me chercher. Tout comme vous aviez besoin d'espace pour grandir en famille, j'ai aussi besoin d'espace pour me redécouvrir au-delà d'une mère et d'une grand-mère jetables. Hélène. J'ai mis la lettre dans une enveloppe et l'ai laissée sur la table de la cuisine où elle serait sûrement la première chose qu'il verrait. À côté, j'ai placé une copie de l'acte de propriété de la maison et du contrat de vente. La dernière nuit avant de remettre les clés au nouveau propriétaire, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai dansé. J'ai mis Aretha Franklin sur mon téléphone et j'ai tournoyé dans le salon vide, maintenant dénudé de meubles, dépouillé des faux sourires et des photographies, nettoyé des mensonges tacites. Votre famille est maintenant sans abri, ai-je chuchoté à l'écho dans la maison vide. Cette danse n'était pas une célébration de la vengeance. C'était un rituel de libération. Pendant des années, je m'étais défini par les rôles que je jouais dans la vie des autres, mère de Daniel, belle-mère de Sarah, grand-mère de Mason et Chloé, distributeur automatique émotionnel et financier, bon exemple, toujours disponible, jamais de trop. Tandis que je tournoyais dans la pièce vide, j'ai senti le poids de ces rôles tomber de moi. C'était comme si chaque tour me rendait un morceau de l'Hélène que j'avais été autrefois, celle qui avait ses propres rêves, désirs, une vie au-delà de servir les autres. Le lendemain, j'ai remis les clés à Émilie et Robert. Ils rayonnaient, parlant de plans de redécoration, de la façon dont ils transformeraient la pièce de rechange en bureau partagé. L'énergie de cette maison est spéciale, a dit Émilie. On sent qu'il y avait beaucoup d'amour ici. Il y en avait, ai-je répondu, mais tout l'amour ne survit pas à la commodité. Elle m'a regardé sans comprendre, mais a souri quand même. J'ai souri en retour, un sourire sincère pour la première fois depuis des jours. En franchissant le portail pour la dernière fois, j'ai ressenti un mélange d'émotions que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était pas exactement la paix, ni la vengeance, ni la tristesse. C'était le soulagement douloureux de finalement voir la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Je suis retourné à mon appartement en centre-ville et j'ai passé un appel. Marie, ai-je dit à ma sœur, ce voyage à Paris dont nous avons toujours rêvé? Et si on le faisait le mois prochain? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, puis j'ai envoyé les billets que j'avais achetés ce matin-là. Il était temps de vivre mes propres rêves, pas seulement de financer ceux des autres. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis ce jour au port. Pas de cauchemar, pas de réveil en sursaut sans cette douleur dans la poitrine qui m'accompagnait depuis des semaines. Alors que le navire retournait lentement vers la côte Caraïbe, je m'éloignais de plus en plus du port de Miami d'où ils étaient partis, non pas physiquement, mais émotionnellement. Ils prévoyaient de revenir à une vie qui n'existait plus. Je prévoyais de partir pour une vie qui ne faisait que commencer. Le vol pour Paris partait dans exactement 30 jours, suffisamment de temps pour organiser ma nouvelle vie et observer les conséquences de ma décision à distance. Non par cruauté, mais parce que j'avais besoin de comprendre que ce n'était pas un cauchemar temporaire. C'était la réalité que j'avais construite pour moi-même, brique par brique de renoncement. 3 jours avant le retour de la croisière, j'ai reçu un message de Daniel. « Maman, tu nous manques. Les enfants demandent de tes nouvelles tous les jours. J'ai hâte de te montrer les photos. » J'ai souri amèrement à l'écran du téléphone. L'hypocrisie était si transparente que je pouvais presque la voir briller entre les mots. Aucune excuse pour l'exclusion, aucune reconnaissance de la blessure causée,
juste la continuation du script dans lequel j'étais censé jouer mon rôle, la mère compréhensive toujours prête à pardonner. Je n'ai pas répondu. Chaque notification non lue était un petit acte de rébellion contre des décennies de disponibilité inconditionnelle. Le lendemain, un autre message est arrivé, cette fois de Sarah. Hélène, nous t'avons apporté de merveilleux chocolats belges. Chloé les a choisis spécialement pour mamie. Encore une fois, je les laissais en vue. Le silence était ma seule réponse possible à ce moment-là, car si je commençais à parler, je risquais de ne pas pouvoir m'arrêter, et je n'étais pas encore prête pour cette confrontation. 24 heures avant leur débarquement, Daniel a appelé. J'ai laissé la boîte vocale prendre l'appel. Maman, c'est bizarre que tu ne répondes pas. Tout va bien? Nous sommes inquiets. Nous arrivons demain à 18 heures. On peut venir dîner? Les enfants te manquent. L'inquiétude dans sa voix semblait sincère, ce qui rendait tout encore plus déroutant. Comment pouvait-il m'exclure si froidement et ensuite agir comme si rien ne s'était passé? C'était comme si nous vivions dans des réalités parallèles. Le jour du débarquement, je me suis levé tôt et je suis allé dans un café près du port. De loin, j'ai vu l'énorme navire blanc s'approcher lentement de la côte. Quelque part sur cette structure flottante se trouvaient les personnes que j'appelais autrefois ma famille. J'ai commandé un double espresso et j'ai observé l'activité croissante au terminal. Des familles anxieuses attendant leurs proches. Des chauffeurs d'application tenant des pancartes avec des noms, des vendeurs ambulants offrant de l'eau et des collations. À 18h15, j'ai vu Daniel, Sarah et les enfants descendre la rampe. Ils étaient bronzés, souriants, chargés de sacs. Chloé tenait une nouvelle peluche. Mason portait un t-shirt d'une île des Caraïbes. Il ressemblait à l'image parfaite d'une famille heureuse. Je me suis détourné avant qu'ils ne puissent me voir, j'ai payé mon café et je suis parti. Je n'avais pas besoin de témoigner du moment où il lirait ma lettre, du moment où il réaliserait que la maison n'était plus la leur. Cela ne m'apporterait aucune satisfaction. Je suis retourné à mon appartement et j'ai éteint mon téléphone. Quoi qu'il arrive dans les prochaines heures, je ne voulais pas en être témoin. Il ne s'agissait pas de les torturer ou de savourer leur confusion. Il s'agissait de créer enfin l'espace dont j'avais besoin pour guérir de décennies de petites déceptions. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité. Une partie de moi se sentait encore coupable, conditionnée à faire passer leurs besoins avant les miens. Mais une autre partie, celle qui se renforçait chaque jour, savait que j'avais fait ce qui était nécessaire. À 7h43 le lendemain matin, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Daniel. Il était seul, avec de profonds cernes sous les yeux et un visage pâle. J'ai ouvert la porte sans un mot. « Comment as-tu pu » furent ses premiers mots, sa voix tremblant entre colère et incrédulité. « Tu as vendu notre maison sans même nous consulter. » Ce n'était pas notre maison, Daniel. C'était la mienne. Ça l'a toujours été. C'est dans le contrat que tu n'as jamais pris la peine de lire. Il a passé ses mains dans ses cheveux, désorienté. Mais nous y vivions. Nous y avions une vie. Les enfants ont grandi dans cette maison. Et j'avais prévu de voyager avec toi pour faire partie de la famille. C'est amusant comme les plans changent, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un voyage, maman. Un seul voyage. Non, Daniel. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était le moment où j'ai enfin compris ma place dans ta vie. Commode quand tu as besoin de moi. Jetable quand je suis un obstacle. Il s'est effondré sur le canapé, soudain l'air épuisé. Où allons-nous vivre maintenant? As-tu pensé aux enfants? Cette question a allumé quelque chose en moi, des décennies de sacrifices à faire passer ses besoins avant les miens. Et pourtant, la première préoccupation n'était pas pour moi, mes sentiments, la douleur qu'ils m'avaient causée. C'était pour l'inconvénient que j'avais créé. Vous avez 3 mois de stockage payé, suffisamment de temps pour trouver un autre endroit. Et oui, j'ai pensé aux enfants. J'ai pensé au genre d'adultes qu'ils deviendront en regardant comment ils traitent leur propre mère. Daniel m'a regardé comme si j'étais une étrangère. D'une certaine manière, peut-être que je l'étais. La mère qu'il connaissait, le docile, toujours disponible, prête à tout sacrifier, avait disparu au port ce jour-là. Sarah est dévastée, a-t-il dit, comme si cela devait m'importer. Et comment penses-tu que je me suis senti quand j'ai lu ton message ce jour-là? Juste la famille, comme si j'étais une lointaine connaissance,
pas la femme qui t'a élevé seule. Ce n'était qu'un mauvais choix de mots, maman. Ça ne signifiait rien. Ça signifiait tout, Daniel, et tu le sais. C'était le résumé parfait de ce que je ressens depuis des années. Que je ne suis la bienvenue que quand c'est commode. Que mon rôle est de financer des rêves, pas d'y participer. Il s'est levé, arpentant nerveusement la pièce. Que veux-tu de nous? Des excuses. D'accord, je suis désolé. Nous sommes tous les deux très désolés. C'était insensible. C'était mal. Mais vendre notre maison, c'est disproportionné. Je ne veux pas d'excuses forcées. Et il ne s'agit pas de la maison. Il s'agit de respect. Il s'agit de comprendre enfin ma valeur. Et combien vaut ce respect? Le prix d'une maison? Cette question m'a frappé comme une gifle. Soudain, j'ai vu avec une clarté cristalline ce qui se passait. Il n'était pas là parce qu'il se souciait de mes sentiments ou parce qu'il comprenait son erreur. Il était là parce qu'il avait besoin d'un toit au-dessus de sa tête. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une négociation. La maison a été vendue. Les nouveaux propriétaires ont déjà emménagé. C'est irréversible, tout comme le mal que vous avez causé en m'excluant de ce voyage. Alors maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous? Je ne sais pas. Je vais à Paris dans 27 jours. Je vais enfin vivre ma vie, pas seulement exister au service de la vôtre. Daniel m'a regardé comme s'il avait été choqué. Paris? Pour combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être quelques semaines, peut-être des mois, peut-être que je ne reviendrai pas. Il a sorti son téléphone, ses mains tremblantes. J'ai besoin de le dire à Sarah. Elle ne va pas croire ça. Dis-lui que j'ai enfin compris ce que signifie la famille. C'est quelque chose de petit, d'autonome, qui finit par s'effondrer. Quand Daniel est parti, fermant la porte derrière lui, j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. Ce n'était pas du bonheur ou une vengeance satisfaite. C'était simplement le soulagement d'avoir enfin exprimé les vérités que j'avais retenues si longtemps. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert l'email de la compagnie aérienne. Le billet pour Paris brillait sur l'écran comme une promesse. Non pas d'évasion, mais d'un nouveau départ. À 62 ans, j'étais sur le point de commencer un tout nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel j'étais la protagoniste, pas seulement un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Dans les jours suivants, les messages et les appels n'ont pas cessé. Daniel, Sarah, même des amis communs qui ont été activés pour essayer de me faire entendre raison. Chaque notification téléphonique me faisait prendre une profonde inspiration, cherchant la force de m'en tenir à ma décision. Hélène, tu ne peux pas simplement disparaître et laisser ton fils et tes petits-enfants dans la rue, a dit Martha, mon amie de toujours, dans un message audio WhatsApp. Je sais qu'ils t'ont blessé, mais c'est disproportionné. Disproportionné? Ce mot m'a hanté comme s'il y avait une mesure exacte de réaction pour chaque blessure, une équation parfaite pour calculer la quantité de souffrance que je méritais. Quelle réponse? Ils ne sont pas dans la rue, Martha, ai-je répondu. Ils sont dans une unité de stockage payée pour 3 mois. De plus, Daniel gagne bien sa vie. Il a toujours dit que la maison était trop petite pour eux. Maintenant, ils ont l'occasion de trouver quelque chose qui convient vraiment à la famille. Même en tapant ces mots, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Non pas pour mes actions, mais pour la personne amère que je semblais devenir. Ce n'était pas l'Hélène que je connaissais. Ou peut-être était-ce enfin l'Hélène libre après des décennies à réprimer ses vrais sentiments. Le 10e jour après la vente de la maison, j'ai reçu un bouquet de fleurs, des roses blanches, mes préférées, avec une carte manuscrite de Sarah. Hélène, je comprends ta douleur, et je m'excuse sincèrement pour la façon dont nous t'avons fait sentir. Pouvons-nous parler? Non pas pour nous, mais pour les enfants. Tu leur manques. L'appel aux enfants était prévisible. Je savais qu'ils les utiliseraient éventuellement comme un bouclier émotionnel, comme un dernier recours pour me faire céder, mais cette fois-ci, cela ne marcherait pas parce que, bien qu'ils me manquaient douloureusement, je devais briser le cycle que j'avais créé où mon amour inconditionnel était tenu pour acquis et exploité. J'ai mis les fleurs dans un vase, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Sarah avec un seul mot, merci. Ce n'était pas un pardon, ni une ouverture au dialogue. C'était une reconnaissance civilisée du geste, rien de plus.
2 semaines avant mon voyage, j'ai eu une visite inattendue, Chloé, ma petite fille de 7 ans, accompagnée de la nounou. Mamie. Elle a couru dans mes bras dès que j'ai ouvert la porte. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu n'es pas venu nous rendre visite dans la nouvelle maison? Mon cœur s'est serré. Les enfants, bien sûr, n'étaient en faute de rien. Ils n'étaient que des pions dans ce jeu d'échecs émotionnel que les adultes jouaient. Tu m'as manqué aussi, mon amour, ai-je répondu en la serrant fort. J'avais juste des choses à régler. La nounou m'a tendu une enveloppe. Madame Sarah m'a demandé de vous la donner personnellement. À l'intérieur, une invitation formelle à un dîner dans la nouvelle maison qu'ils avaient louée. Pour recommencer en famille, disait la carte en élégante calligraphie. Cette nuit-là, je me suis assise avec mon journal et j'ai pesé mes options. Aller au dîner signalerait que tout pouvait redevenir normal, qu'une excuse formelle suffisait à effacer des années de petites humiliations. Ne pas y aller confirmerait l'image qu'ils étaient probablement en train de construire, celle de la vieille femme amère et vengeresse. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Daniel. J'ai reçu l'invitation, ai-je dit sans préambule. C'est génial, il semblait sincèrement soulagé. Alors, tu viens? Non, Daniel, je ne viens pas. Silence à l'autre bout du fil. Maman, nous essayons de réparer les choses. Que veux-tu de plus de nous? Je ne veux rien de vous, et c'est ça le problème. Pendant des années, vous m'avez voulu disponible quand c'était commode et invisible quand ça ne l'était pas. Maintenant, je choisis d'être indisponible pour vous et visible pour moi-même. Mais qu'en est-il des enfants? Ils ne sont en faute de rien dans tout ça. Je suis d'accord, et c'est pourquoi je resterai en contact avec eux, mais selon mes conditions, pas les vôtres. Quelles conditions sont celles-ci? Sa voix avait une pointe d'irritation mal dissimulée. Je les emmènerai pour un week-end avec moi une fois par mois, sans vous. Tout comme vous vouliez une croisière sans moi, je veux du temps avec mes petits-enfants sans vous. C'est ridicule, maman. Tu utilises les enfants comme monnaie d'échange. Non, je pose des limites. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou de regret. C'était l'adrénaline d'affronter enfin les dynamiques toxiques que j'avais laissées s'établir. Le lendemain, Sarah s'est présentée à ma porte. Elle était impeccablement habillée comme toujours, mais son visage trahissait des nuits blanches. Hélène, pouvons-nous parler? Juste nous deux, de femme à femme. Je lui ai fait signe d'entrer, lui ai offert un café qu'elle a refusé, et nous nous sommes assises face à face dans le salon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A-t-elle demandé, son ton entre l'inquiétude et l'accusation. Ce n'est pas l'Hélène que nous connaissons. Tu as raison. Ce n'est pas elle. Cette Hélène est morte au port quand elle a lu le message de son fils disant qu'elle n'était pas assez de la famille pour une croisière. Sarah a baissé les yeux. C'était une terrible erreur. Nous étions stressés par les préparatifs. Je ne me sentais pas bien avec ma mère malade. C'était une décision impulsive. Impulsif, ce serait oublier de me parler d'un dîner. M'exclure délibérément d'un voyage en famille est un choix conscient, un choix qui révèle exactement ce que vous pensez de ma place dans la famille. Sarah a soupiré, ajustant le collier de perles que je lui avais offert à Noël dernier. Nous avons toujours été reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Hélène. La maison, le soutien financier, l'aide avec les enfants. Vous étiez reconnaissant? C'est comme ça que vous montrez votre gratitude? En me traitant comme une employée dont vous pouvez vous passer des services quand c'est incommode. Ce n'est pas juste de le présenter ainsi, a-t-elle protesté, la voix tremblante. Nous avons essayé de construire notre propre famille, notre propre identité en tant que couple. Parfois, cela signifie poser des limites. Des limites, ai-je répété, sentant le goût amer du mot. C'est amusant comme ces limites ne s'appliquaient jamais quand vous aviez besoin d'argent pour rénover la cuisine ou quand vous vouliez me laisser les enfants pour voyager pour le travail. Sarah a légèrement rougi. Je sais que ça semble hypocrite. Ça n'en a pas l'air, Sarah. Ça l'est. Elle a pris une profonde inspiration comme pour se donner du courage. Que puis-je faire pour arranger ça? Nous sommes vraiment désolés. Je l'ai regardé, vraiment regardé, cherchant des signes de sincérité sur son visage parfaitement maquillé. Il y avait quelque chose là, non pas de véritable remords peut-être, mais certainement une compréhension des conséquences.
Il n'y a rien à arranger, ai-je répondu calmement. Vous avez fait vos choix. J'ai fait les miens. Maintenant, nous vivons avec. Mais qu'en est-il des enfants? Nous devons trouver une certaine stabilité pour eux. Comme je l'ai dit à Daniel, je resterai présente dans leur vie selon mes conditions. Des week-ends sans nous. Son ton trahissait l'irritation. Comme si nous n'étions pas dignes de confiance avec nos propres enfants. Ce n'est pas une question de confiance, Sarah. C'est une question de construire ma relation avec eux indépendamment de vous. Tout comme vous avez construit votre famille indépendamment de moi. Sarah s'est levée, lissant sa jupe comme elle le faisait quand elle était mal à l'aise. Tu as changé, Hélène. Oui, j'ai changé. J'aurais dû changer il y a longtemps. Après son départ, je me suis sentie étrangement légère. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas pleuré. J'avais simplement exprimé les vérités qui devaient être dites sans drame ni ressentiment excessif. L'ancienne Hélène aurait cédé, aurait accepté n'importe quelle miette de réconciliation, affamée d'approbation et d'inclusion. Mais cette nouvelle Hélène, ou peut-être l'Hélène originale, qui avait été étouffée par des années d'abnégation, exigeait le respect, pas seulement des miettes d'attention. La semaine suivante avant mon voyage, j'ai tenu ma promesse. J'ai récupéré Chloé et Mason pour passer une journée avec moi. Je les ai emmenés au zoo. Nous avons acheté des glaces, pris des photos amusantes, parlé de tout et de rien, leurs amis d'école, leurs animaux préférés, le livre que Chloé lisait. À aucun moment je n'ai mentionné leurs parents ou la situation entre nous adultes. C'étaient des enfants. Ils méritaient d'être épargnés des drames d'adultes. Quand je les ai déposés, Daniel m'attendait à la porte, tendu. « Vous vous êtes amusé ?» a-t-il demandé, essayant d'avoir l'air décontracté. « Énormément » ai-je répondu, maintenant la même légèreté forcée. « Ils ont apporté les dessins qu'ils ont faits pour toi. »« Merci d'avoir fait ça » a-t-il dit, l'air sincèrement reconnaissant de ne pas les lui avoir retirés à cause de tout cela. « Je ne ferai jamais ça, Daniel. Je ne suis pas comme toi. » Le commentaire l'a frappé comme prévu, mais il a juste hoché la tête, encaissant le coup. « Quand reviens-tu de Paris ?» a-t-il demandé, changeant de sujet. « Je ne sais pas. Peut-être jamais. »« Tu es sérieuse ?» Il y avait une véritable panique dans sa voix. Pour la première fois depuis des décennies, je fais passer mes besoins en premier. Je resterai aussi longtemps qu'il le faudra pour me redécouvrir. Et si nous avons besoin de toi? Et si les enfants ont besoin de toi? J'ai souri, non pas de joie, mais avec la certitude de quelqu'un qui avait enfin compris sa valeur. Vous avez survécu sans moi pendant 10 jours en croisière. Je suis sûr que vous survivrez pendant mon voyage. La nuit précédant le vol pour Paris, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé. J'ai ouvert la boîte où je gardais tous les souvenirs de Daniel, des photos de son enfance, des dessins d'école, son premier chausson de bébé. Chaque objet racontait l'histoire d'un amour inconditionnel qui s'était lentement transformé en commodité. Je n'ai rien jeté, ni caché la boîte au fond du placard. Je l'ai juste regardé, reconnaissant que ces souvenirs faisaient partie de moi, tout comme la douleur de la récente exclusion. Je n'avais pas besoin de nier le passé pour embrasser l'avenir. Le lendemain matin, alors que le taxi me conduisait à l'aéroport, j'ai reçu un message de Daniel. « Bon voyage, maman. Nous t'aimons, même si tu ne le crois pas en ce moment. » Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne croyais pas en leur amour, mais parce que j'avais appris que l'amour sans respect n'est qu'un mot vide, une excuse pour perpétuer des comportements nuisibles. L'avion a décollé ponctuellement à 10h25. Alors que l'Amérique était laissée derrière, j'ai senti que je respirais librement pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas seulement un voyage géographique. C'était un voyage en moi-même pour redécouvrir l'Hélène qui existait avant d'être la maman de Daniel ou la grand-mère des enfants. L'Hélène qui avait ses propres rêves, désirs, une vie qui ne se résumait pas à servir les autres. L'hôtesse de l'air a servi du champagne en classe affaires, un luxe que je m'étais permis avec l'argent de la vente de la maison. J'ai levé mon verre en un toast silencieux, non pas à la fin d'une famille, mais au début de moi-même. Paris m'a accueilli avec une pluie légère et un ciel gris, mais même cela n'a pas diminué la magie du moment. Marie, ma sœur, m'attendait à l'aéroport avec un parapluie coloré et un énorme sourire. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », a-t-elle dit en me serrant fort. Marie a toujours été mon contraire. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant,
a construit une carrière internationale et a vécu entre Paris et Canquin pendant des décennies. Pendant que je consacrais ma vie à Daniel, elle consacrait la sienne à elle-même. Pendant des années, j'ai ressenti une supériorité voilée par rapport à ses choix, comme si mes sacrifices maternels étaient en quelque sorte plus nobles que sa vie égoïste, comme nous l'appelions, dans nos conversations familiales. Maintenant, à 62 ans, je commençais à me demander qui avait vraiment fait les choix les plus sages. « Comment te sens-tu » a demandé Marie alors que son chauffeur nous naviguait dans le trafic parisien. « Libre, effrayé, coupable, tout à la fois » a-t-elle ri. Bienvenue dans la vraie vie, ma sœur, où aucune émotion n'existe isolément et toutes les décisions ont un prix. L'appartement de Marie était dans le Marais, un quartier historique rempli de galeries, de cafés et de boutiques de créateurs indépendants. Son style de vie sophistiqué m'avait toujours semblé extravagant, presque frivole. Maintenant, je voyais comment elle avait créé une vie qui reflétait exactement qui elle était sans compromis, sans sacrifice inutile. J'ai préparé la chambre d'amis, mais je pense que nous devons bientôt trouver ton propre espace, a-t-elle dit en me montrant la belle chambre donnant sur une cour intérieure. Combien de temps comptes-tu rester ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je n'ai jamais rien prévu au-delà de la vente de la maison et de l'achat du billet. Parfait. Marie a souri. Les meilleurs voyages sont ceux sans scénario défini. Dans les jours suivants, je me suis immergé dans Paris comme une personne assoiffée dans une oasis. Nous avons visité des musées, nous nous sommes assises dans des cafés, observant les gens, nous avons marché des heures le long de la Seine. J'ai absorbé chaque moment comme une éponge remplissant un vide dont je ne savais même pas l'existence en moi. Mon téléphone est resté la plupart du temps éteint. Je ne l'allumais qu'une fois par jour, généralement le soir, pour vérifier les messages importants et faire un court appel vidéo avec Chloé et Masson. Les conversations étaient toujours légères, axées sur leurs activités quotidiennes et mes découvertes à Paris. Nous n'avons jamais parlé de la situation avec leurs parents ou de mon retour. Une semaine après mon arrivée, Marie a organisé un dîner avec certains de ses amis, artistes, écrivains, professeurs d'université, des personnes fascinantes qui menaient des vies intenses et significatives bien au-delà de la soixantaine. C'est ma sœur Hélène, m'a-t-elle présentée à une femme élégante aux cheveux gris. Elle a enfin découvert qu'il y a une vie au-delà d'être mère et grand-mère. À un autre moment, j'aurais été offensé par cette description, mais cette nuit-là, entre rire et verre de vin rouge, j'ai reconnu la vérité dans ces mots. « Et que faites-vous » a demandé Hélène à Philippe, un professeur de littérature comparée. « Je suis en train de redécouvrir qui je suis » ai-je répondu, surprise par ma propre honnêteté. J'ai passé des décennies à être défini par mes rôles dans la vie des autres. Maintenant, j'écris ma propre définition. Ah, un voyage de découverte de soi. Il a souri. Le plus important de tous les voyages. Cette nuit-là fut révélatrice. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais vue et appréciée en tant qu'Hélène. Non pas comme la mère de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un, la belle-mère de quelqu'un, juste Hélène avec ses propres opinions, histoires et rêves. Le lendemain, Marie m'a surprise avec une proposition. J'ai une amie qui loue un petit appartement dans le 11e arrondissement. Rien de fantaisie, mais avec tout le charme parisien. Tu veux le voir ? Le louer pour moi, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester. Exactement pourquoi. Pas d'engagement à long terme, juste un endroit à toi pendant que tu décides de tes prochaines étapes. L'appartement était un studio parisien typique. Petit mais parfaitement organisé avec de hautes fenêtres laissant entrer la lumière dorée de l'automne, un vieux plancher en bois qui craquait légèrement sous les pieds. Une cuisine minuscule mais fonctionnelle. C'est parfait, ai-je chuchoté, sentant que cet espace symbolisait exactement où j'en étais dans ma vie, un lieu de transition, mais le mien, un début. Ce même après-midi, j'ai signé un bail de 3 mois renouvelable. Avec une partie de l'argent de la vente de la maison, je pouvais me permettre cette période de transition sans soucis financiers immédiats. Après 2 semaines à Paris, j'ai reçu un email de Monsieur Marc. Daniel avait engagé un avocat et menaçait de contester la vente de la maison, affirmant qu'il y avait un accord verbal selon lequel la propriété finirait par lui appartenir. Ne vous inquiétez pas, a écrit Monsieur Marc, sans documentation formelle, ils ne peuvent rien faire légalement. La vente était complètement légitime. Malgré tout, la nouvelle m'a affecté, non pas par crainte de perdre la bataille juridique, que je savais inexistante, mais par la confirmation que Daniel n'avait toujours pas compris. Il continuait à voir la situation comme une injustice contre lui, et non comme une conséquence de ses propres actions.
Cette nuit-là, je l'ai appelé pour la première fois depuis mon départ. Pourquoi l'avocat, Daniel? Maman. Il a semblé sincèrement surpris d'entendre ma voix. Où es-tu? Nous étions inquiets. À Paris, comme je l'avais dit. Pourquoi as-tu engagé un avocat? Silence à l'autre bout du fil. Puis un soupir. Parce que ce n'est pas juste. Cette maison était notre foyer. Nous avions un accord. Quel accord, Daniel? Celui qui n'existait que dans ta tête ou celui que tu comptais m'imposer après que j'ai fini de payer l'hypothèque? De quoi parles-tu? J'ai trouvé le projet de transfert de propriété dans ton bureau, daté d'il y a 3 mois, jamais présenté à moi. Vous attendiez le bon moment pour me faire pression, n'est-ce pas? Plus de silence. C'était l'idée de Sarah, a-t-il finalement admis, la voix basse. Elle pensait que nous devions formaliser la situation puisque nous y vivions depuis des années, et tu as toujours dit que la maison était pour nous. Et tu as décidé cela sans me consulter, tout comme tu as décidé que je n'étais pas assez de la famille pour la croisière? Ce sont des situations complètement différentes. Non, Daniel, elles sont exactement les mêmes. Dans les 2 cas, tu as pris des décisions concernant ma vie, mes sentiments et ma propriété sans me juger digne de faire partie de la conversation. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration, comme il le faisait depuis qu'il était enfant lorsqu'il essayait de contrôler sa frustration. Alors maintenant, nous allons vivre dans cette impasse pour toujours? Toi en Europe, rancunière et nous ici essayant de reconstruire nos vies. Je ne suis pas rancunière, Daniel. Je vis enfin ma propre vie, pas celle que tu as conçue pour moi, comme un rôle de soutien commode. Et je te suggère d'abandonner la poursuite. Ce sera humiliant pour toi quand elle sera rejetée. Tu as changé, maman. Je ne te reconnais plus. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu. Seulement la version de moi qui t'était commode. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon arrivée à Paris. Pas pour la maison, pas pour la poursuite, pas même pour la relation fracturée avec mon fils. J'ai pleuré pour l'Hélène qui avait passé des décennies étouffée sous des couches d'attente des autres, pour la femme qu'elle aurait pu être si elle avait posé des limites saines dès le début. Le lendemain matin, Marie m'a trouvé sur le balcon, observant le mouvement de la rue avec une tasse de café. Nuit difficile, a-t-elle demandé, remarquant mes yeux gonflés. Daniel a engagé un avocat. Il veut contester la vente de la maison. Marie a lâché un rire sec. Bien sûr qu'il l'a fait. Quand les gens perdent leurs privilèges, ils appellent ça de l'injustice. C'est mon fils, Marie, malgré tout. Oui, et tu l'aimes. Mais aimer ne signifie pas se laisser exploiter. Tu n'as rien pris de ce qui était légitimement à lui. Tu as juste cessé de donner ce qui t'appartenait de droit. Ces mots ont résonné profondément. Pendant toute ma vie, j'avais confondu l'amour avec le sacrifice, la générosité avec l'abnégation, comme si aimer signifiait nécessairement me diminuer, devenir moins pour que l'autre puisse être plus. Mais le véritable amour pour les autres et pour soi-même ne demandait pas ce déséquilibre. Il ne me demandait pas de disparaître pour que les autres puissent briller. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle, une passion adolescente que j'avais abandonnée lorsque je suis tombée enceinte de Daniel, la considérant comme un passe-temps frivole incompatible avec les responsabilités maternelles. L'atelier se trouvait dans un vieil immeuble de Montmartre avec d'énormes fenêtres qui encadraient les toits de Paris comme un tableau vivant. Le professeur, un homme aux cheveux blancs et aux mains tachées d'encre, nous a accueillis avec un sourire doux. L'aquarelle est comme la vie, a-t-il dit en démontrant un coup de pinceau léger. On peut guider l'eau, mais on ne peut jamais la contrôler complètement. La beauté est d'accepter les chemins imprévisibles qu'elle choisit. Alors que je mélangeais les couleurs et les regardais couler sur le papier, j'ai eu une épiphanie. C'était exactement ce que j'apprenais à faire avec ma propre vie, guider, ne pas contrôler. Accepter l'imprévisible. Trouver la beauté et les chemins inattendus. À la fin du cours, j'avais créé un petit paysage, imparfait certes, mais vibrant de couleurs et de possibilités, tout comme le nouveau chapitre que je commençais à écrire pour moi-même. L'automne à Paris a transformé les arbres en explosions de rouge et d'or, comme si la ville entière célébrait ma transformation personnelle. Les jours raccourcissaient, mais d'une certaine manière, mes heures semblaient plus pleines, plus significatives. J'ai établi une routine qui était exclusivement la mienne. Je me levais tôt,
prenais un café dans une petite boulangerie du coin où le propriétaire me reconnaissait déjà et me réservait un croissant encore chaud. Je me promenais dans différents parcs tous les jours. Je suivais mes cours d'aquarelle 2 fois par semaine. Et le soir, je dînais souvent avec Marie et ses amis ou restais simplement dans mon petit appartement à lire ou à peindre. C'était une vie simple, mais complètement la mienne. Chaque décision, chaque moment était choisi par moi et pour moi. Les semaines passaient et la fréquence des messages de Daniel diminuait progressivement. Monsieur Marc m'a informé qu'il avait abandonné la poursuite judiciaire, acceptant finalement qu'il n'avait aucune base pour une contestation. J'ai continué à avoir des appels vidéo réguliers avec Chloé et Mason, mais même ceux-ci sont devenus moins fréquents à mesure qu'ils s'adaptaient à la nouvelle dynamique familiale. À la mi-novembre, j'ai reçu un email inattendu de Sarah. Hélène, j'espère que tu vas bien à Paris. Les photos que tu envoies aux enfants sont magnifiques. Ils adorent montrer à leurs amis où mamie vit maintenant. Je vous écris pour m'excuser sincèrement cette fois, non pas pour les inconvénients pratiques que nous nous sommes causés mutuellement, mais pour les dommages émotionnels que nous vous avons causés au fil des ans. Daniel et moi avons suivi une thérapie de couple depuis ton départ. Ce n'était pas facile de faire face à certaines vérités sur nous-mêmes, sur la façon dont nous vous avons traités, sur les schémas toxiques que nous avons établis. La thérapeute nous a aidés à voir comment nous avons normalisé des comportements manipulateurs et égoïstes, les déguisant en établissement de limites saines ou en construction de notre propre famille. La vérité est que nous avons tenu votre générosité pour acquise. Pire encore, nous l'avons consciemment exploitée, sachant que vous ne diriez jamais non. Vous ne poseriez jamais de limites fermes. Vous n'exigeriez jamais de réciprocité. Je ne m'attends pas à ce que vous pardonniez ou oubliez, ni ne vous demande de revenir ou de restaurer la situation précédente. Je voulais juste que vous sachiez que votre décision drastique nous a forcés à confronter des vérités douloureuses et à commencer à apporter de réels changements. Daniel a du mal à exprimer cela, alors je prends la liberté de parler pour nous deux. Il gère encore beaucoup de colère et de culpabilité, mais il fait des progrès. Les enfants vont bien. Tu nous manques, mais nous respectons ton cheminement avec des vœux sincères pour ton bien-être, Sarah. J'ai lu l'email plusieurs fois, essayant de discerner une manipulation déguisée en sincérité, mais quelque chose dans ces mots sonnait différemment des précédentes tentatives de réconciliation. Il n'y avait pas de demandes implicites, aucune mention de la maison ou de la situation financière, aucune tentative d'utiliser les enfants comme levier émotionnel. J'ai montré l'email à Marie pendant le dîner ce soir-là. Qu'en penses-tu, ai-je demandé pendant qu'elle le lisait attentivement. Ça semble sincère, a-t-elle dit finalement, me rendant ma tablette. Mais la question importante est, qu'en penses-tu? J'ai réfléchi un instant. Je pense qu'ils comprennent enfin non seulement ce que j'ai fait, mais pourquoi je l'ai fait. Et cela change-t-il quelque chose pour toi? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne suis pas prête à pardonner complètement, ni à revenir à l'ancienne dynamique. Tu ne devrais pas non plus, a affirmé Marie, versant plus de vin dans nos verres. Le pardon, quand il vient, doit être pour ta propre paix, pas pour leur confort. Et quel que soit le pardon, tu ne dois plus jamais accepter d'être traité comme avant. J'ai hoché la tête, absorbant la sagesse de ces mots. Cette nuit-là, j'ai répondu brièvement à Sarah. Merci pour l'email. J'apprécie l'honnêteté et la reconnaissance. Je suis également sur un chemin de découverte de soi et de guérison. Je suis contente que vous cherchiez de l'aide professionnelle. Les enfants sont toujours les bienvenus dans ma vie, tout comme la communication honnête entre nous adultes. Hélène. Courte, sans promesse ni concession, mais aussi sans hostilité, un petit pas dans la direction de quelque chose de nouveau. Non pas une restauration du passé, mais peut-être la construction d'un avenir différent. Décembre est arrivé avec les lumières de Noël transformant Paris en une ville de contes de fées. Mon cours d'aquarelle a organisé une petite exposition de fin d'année, et à ma surprise, 2 de mes œuvres ont été sélectionnées. Rien de grandiose, juste une petite galerie dans le Marais. Mais pour moi, cela représentait quelque chose de monumental, la reconnaissance de ma valeur au-delà des rôles familiaux. Le jour du vernissage de l'exposition, je me tenais devant mon aquarelle encadrée, une vue du bord de mer au coucher du soleil, avec des nuances de bleu et de violet se mêlant à l'horizon. Ce n'était pas techniquement parfait, mais cela capturait quelque chose de réel. Un moment de paix que j'avais vécu seul assise au bord de la rivière. C'est magnifique, a dit une voix familière derrière moi. Je me suis retourné, étonné, et Daniel était là.
Qu'est-ce que tu fais ici, ai-je demandé, presque essoufflé de surprise. Sarah a vu l'invitation à l'exposition sur ton Facebook. J'ai pensé que c'était peut-être le moment d'une conversation en face à face. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cernes subtiles sous les yeux, mais aussi avec une expression plus douce, moins défensive. Tu es venu seul? Oui, Sarah est restée avec les enfants. Elle a compris que nous avions besoin de ce temps juste nous deux. Nous avons quitté la galerie et nous sommes dirigés vers un café voisin. La nuit était froide mais claire, avec un ciel étoilé rarement vu dans la ville illuminée. Ton tableau est vraiment beau, a-t-il dit en nous asseyant avec des chocolats chauds fumants. Je ne savais pas que tu peignais. Moi non plus, ai-je répondu avec un léger sourire. Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne connais pas, que je ne connaissais même pas moi-même. Il a hoché la tête, remuant le chocolat avec une cuillère. J'ai beaucoup réfléchi à cela, à la façon dont je ne t'ai jamais vraiment vu comme une personne entière avec tes propres désirs et rêves. Tu étais juste maman, une extension de moi-même en quelque sorte. L'honnêteté désarmante m'a prise par surprise. Ce n'était pas le Daniel défensif que j'avais laissé derrière moi. La thérapie semble porter ses fruits, ai-je commenté. Il a esquissé un petit sourire. C'est difficile, douloureux même, de confronter des schémas que je ne connaissais même pas. De voir comment j'ai traité la personne qui m'aimait le plus au monde. Je t'aime toujours, Daniel. Ça n'a jamais changé. Je sais, et j'ai abusé de cet amour pendant des années. Il a fait une pause, prenant une gorgée de chocolat. Je ne suis pas venu te demander de revenir ou de défaire ce que tu as fait. Je suis venu dire que je comprends et que j'essaie de changer, d'être meilleur. Nous sommes restés silencieux quelques instants, laissant ces mots flotter entre nous. Les enfants vont bien, ai-je finalement demandé. Oui, tu leur manques, mais ils s'adaptent. Chloé a gardé toutes les photos que tu envoies dans un album spécial. Et vous, la nouvelle maison, elle est plus petite, plus simple, mais ça fonctionne. Sarah est retournée travailler à temps partiel. Nous apprenons à vivre avec moins, à valoriser ce qui compte vraiment. Je suis tellement désolé que ça ait été si difficile pour vous. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. C'était nécessaire. Douloureux, oui, mais nécessaire. Comme une chirurgie pour enlever quelque chose de toxique. Ces mots faisaient écho à quelque chose que j'avais ressenti moi-même. Ce sentiment que la douleur était nécessaire à la guérison. Que certaines blessures devaient être ouvertes pour enfin guérir correctement. Quand rentres-tu aux États-Unis, ai-je demandé. Demain. C'était un voyage rapide juste pour te voir pour cette conversation. Et que se passe-t-il maintenant entre nous? Daniel a réfléchi un instant. Je ne sais pas. Je pense que nous recommençons d'une certaine manière. Pas comme avant. Ce serait impossible et malsain. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau basé sur le respect mutuel cette fois. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions. Ce n'était pas un pardon complet, ni une réconciliation immédiate. C'était quelque chose de plus nuancé, de plus mature, la reconnaissance que les relations, comme les gens, peuvent évoluer et changer. J'aimerais que tu rencontres mes amis ici à Paris, ai-je dit impulsivement. Marie organise un dîner de Noël la semaine prochaine. J'adorerais ça, a-t-il souri, mais je dois rentrer pour Sarah et les enfants. Peut-être la prochaine fois. Tu passes Noël ici? Oui, Marie et moi avons des projets. Je comprends. Il semblait sincèrement déçu, mais il n'a pas insisté. Peut-être pourrons-nous faire un appel vidéo ce jour-là. Les enfants adoreraient ça. J'adorerais ça, ai-je répondu sincèrement. Quand nous nous sommes dit au revoir à la porte du café, il m'a serré dans ses bras. Non pas l'étreinte rapide et automatique qui était devenue notre habitude ces dernières années, mais une vraie longue étreinte sincère. Je t'aime, maman, a-t-il chuchoté à mon oreille. Je suis désolé pour tout. Je t'aime aussi, mon fils, ai-je répondu finalement, laissant quelques larmes s'échapper. Je t'ai toujours aimé. En le regardant s'éloigner dans la rue illuminée par les lumières de Noël, j'ai senti quelque chose se délier en moi. Ce n'était pas un pardon complet. Cela prendrait encore du temps, mais c'était le début d'une guérison pour lui, pour moi, pour notre relation brisée. Cette nuit-là, j'ai peint tard dans mon petit appartement. Ce n'était pas le sable cette fois, ni Paris.
C'était une plage mexicaine aux eaux turquoises et au sable doré, un endroit où j'avais emmené Daniel enfant, où nous construisions des châteaux de sable, que la marée emportait inévitablement. J'ai appelé le tableau Reconstruction. Noël à Paris a été magique d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Marie a décoré son appartement avec un petit sapin de Noël chargé d'ornements vintage. Des lumières dorées illuminaient les fenêtres et le parfum du vin chaud remplissait l'air. Ses amis se sont réunis pour un dîner sophistiqué mais douillet, apportant des plats de leur propre tradition familiale. Le matin de Noël, nous avons eu l'appel vidéo promis avec Daniel, Sarah et les enfants. Ils avaient organisé un petit déjeuner spécial avec la table décorée et des cadeaux emballés avec mon nom dessus. À ouvrir quand tu reviendras, a expliqué Chloé avec des yeux pétillants. La conversation a été étonnamment facile, sans la tension que j'attendais. Sarah semblait différente aussi, moins polie et parfaite, plus authentique d'une certaine manière. Elle m'a fièrement montré la décoration de la nouvelle maison, plus petite mais douillette, avec des touches personnelles qui révélaient plus de personnalité que le manoir impersonnel qu'ils avaient habité auparavant. « Quand reviens-tu, mamie ?» a demandé Mason, se penchant vers la caméra avec des yeux pleins d'espoir. J'ai regardé Marie, qui suivait l'appel vidéo avec un intérêt discret, puis de nouveau l'écran. « Je n'ai pas encore décidé, mon cher. J'apprends beaucoup ici, redécouvre des choses sur moi-même. Comme la peinture, a dit Daniel avec un sourire. Je leur ai montré des photos de ton exposition. Oui, je veux apprendre aussi, s'est exclamé Chloé. On pourra prendre des cours ensemble quand tu reviendras. J'adorerais ça, ai-je répondu, sentant une vague de tendresse. Peut-être que nous pourrons trouver un professeur à Denver. Après l'appel vidéo, Marie et moi sommes allés nous promener le long des champs, admirant les décorations festives et l'agitation des familles profitant des vacances. Il semble vraiment différent, a commenté Marie. Plus humble. Oui, ai-je acquiescé. Je pense qu'ils essaient vraiment. La thérapie, la nouvelle réalité financière, peut-être même le choc de me perdre soudainement. Tout cela semble avoir éveillé quelque chose en eux. Et cela change-t-il tes plans, a demandé Marie, liant son bras au mien pendant que nous marchions. J'ai réfléchi un instant. Je ne sais pas si j'ai des plans exactement, plus une direction qu'une destination. Oh, très philosophique, a-t-elle ri. Mais sérieusement, penses-tu retourner aux États-Unis? Finalement, oui. C'est un chapitre merveilleux, mais pas le livre entier de ma vie. Mes petits-enfants sont là. Une partie de mon cœur l'est aussi, mais pas dans les mêmes conditions qu'avant. Certainement pas, a affirmé Marie. Non pas comme une question, mais comme une confirmation. Je ne serai plus jamais cette Hélène invisible et commode, disponible uniquement en cas de besoin. Nous nous sommes arrêtés devant une vitrine éblouissante, contemplant nos reflets mélangés aux lumières de Noël scintillantes. Deux femmes d'âge moyen, aux traits similaires, mais si différentes dans leurs expériences de vie, unies par le sang et une histoire partagée. Sais-tu ce qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire, a dit Marie, ajustant son écharpe rouge. Ce n'est pas la vengeance elle-même, bien qu'elle ait été exécutée avec maîtrise. C'est la façon dont tu en es sorti. Beaucoup de gens deviennent amers, consumés par le ressentiment même lorsqu'ils gagnent. Mais toi, tu as éclos. Ces mots m'ont profondément touché parce qu'ils capturaient exactement ce que j'avais moi-même commencé à percevoir. La vente de la maison n'avait pas été la fin de l'histoire, mais le début. Il ne s'agissait pas de punir Daniel et Sarah, mais de me libérer des chaînes invisibles que j'avais moi-même contribué à forger au fil des ans. Janvier est arrivé avec une légère neige recouvrant les toits parisiens, transformant la ville en un paysage de contes de fées. Mon bail arrivait à échéance, et je devais prendre une décision. Renouveler pour 3 mois de plus ou retourner aux États-Unis. Par un après-midi particulièrement froid, en me promenant dans le jardin du Luxembourg presque désert, j'ai pris ma décision. Il était temps de rentrer. Non par obligation ou culpabilité, non en cédant à la pression familiale, mais parce que j'étais prête à construire le prochain chapitre de ma vie, un chapitre qui incluait ma famille, mais aussi tellement plus. J'ai appelé Daniel ce soir-là et je lui ai fait part de ma décision. Je reviens en février, ai-je dit, mais avec quelques conditions. Quelles sont-elles? Sa voix montrait un mélange de joie et de prudence. Je vais maintenir mon indépendance. J'ai déjà loué un appartement près du vôtre, mais je ne veux pas vivre avec vous ni être une baby-sitter à plein temps. Je comprends et je respecte cela, a-t-il répondu rapidement.
Je veux continuer à peindre. J'ai trouvé un atelier à Denver qui propose des cours similaires à ceux que j'ai ici. Bien sûr, maman, ton temps est le tien, et nous devons établir des limites claires et un respect mutuel. Nous tous, même les enfants, devons comprendre que mamie a sa propre vie. Nous travaillons là-dessus en thérapie, a-t-il dit, apprenant les limites saines, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour respecter les autres. La facilité avec laquelle il a accepté mes conditions a confirmé ce que j'avais déjà perçu. Quelque chose de fondamental avait changé, non seulement en moi, mais aussi en lui. Peut-être en nous tous. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Envoyer quelques tableaux et livres, faire les valises, dire au revoir aux nouveaux amis que j'avais faits. Paris m'avait tant donné en si peu de temps. Non seulement des souvenirs et des compétences, mais une version renouvelée de moi-même. La dernière nuit avant mon départ, Marie a organisé un dîner d'adieu. Pendant le vol de retour aux États-Unis, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire des derniers mois. J'étais parti comme une femme blessée cherchant vengeance, mais je revenais comme quelqu'un de beaucoup plus complexe, une femme avec des limites claires, avec ses propres passions, avec une nouvelle compréhension de sa valeur au-delà des rôles familiaux. La vengeance n'avait été que le catalyseur, l'impulsion nécessaire pour une transformation bien plus profonde. Daniel et les enfants m'attendaient à l'aéroport avec des pancartes faites à la main et des sourires sincères. Sarah était là aussi, plus réservée mais visiblement en train d'essayer. Je les ai tous serrés dans mes bras, sentant la chaleur familiale mélangée à une nouvelle dynamique encore en gestation. Bienvenue de retour, a dit Daniel en portant mes valises. Ou peut-être devrais-je dire, bienvenue à un nouveau commencement. J'aime ça, ai-je répondu en souriant. Un nouveau commencement pour nous tous. Dans les semaines suivantes, nous avons progressivement établi notre nouvelle dynamique. Des dîners de famille hebdomadaires où nous parlions de vrais problèmes, pas seulement de superficialité. Des journées spéciales avec les petits-enfants où je les emmenais dans des parcs, des musées, et oui, les cours d'aquarelle que Chloé avait tant demandé. Et surtout, du temps pour moi. Mon appartement douillet, mon atelier 3 fois par semaine, de nouveaux amis, une vie qui était vraiment la mienne. Daniel et Sarah ont continué leur thérapie, apprenant à construire une relation plus saine, non seulement avec moi, mais aussi entre eux. La perte de la maison, bien que traumatisante, avait forcé une réévaluation des priorités qui les transformait lentement en de meilleures personnes. Un dimanche particulièrement agréable, 6 mois après mon retour, nous étions tous réunis pour un barbecue dans le jardin de leur appartement, plus petit que l'ancienne maison, mais beaucoup plus douillet. J'ai observé la scène avec une sensation de paix que je n'avais jamais imaginé possible après ce jour au port. Daniel faisant un barbecue, Sarah dressant la table, les enfants jouant sur la pelouse, moi apportant un dessert que j'avais appris à faire à Paris. Tu sais à quoi je pense, a dit Daniel, s'approchant avec un verre de vin. Je ne t'ai jamais correctement remercié. Pourquoi? Pour avoir été assez forte pour nous forcer à changer, pour ne pas avoir accepté d'être traitée ainsi. Si tu avais juste cédé comme tu l'as toujours fait, nous serions encore piégés dans ce cycle toxique. Ces mots m'ont surprise. Je n'avais jamais pensé à ma vengeance comme à un cadeau pour eux aussi. Mais d'une certaine manière, ça l'avait été. La douleur de la perte, l'humiliation, le réveil forcé, tout cela avait créé un espace pour quelque chose de nouveau et potentiellement meilleur. Ça me manque encore parfois, a-t-il continué, regardant l'horizon. La maison, je veux dire. Elle était belle, spacieuse, mais j'ai réalisé que ce n'était jamais vraiment un foyer. C'était plus un trophée, un symbole de statut. Cet endroit. Il a fait un geste vers le petit jardin où nous étions. Avec ses imperfections et son espace limité, il nous ressemble beaucoup plus. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Parfois, nous perdons quelque chose de précieux seulement pour découvrir que ce qui était vraiment précieux était ailleurs. Parfois, je me demande, ai-je dit, si j'aurais trouvé le courage de changer, si je n'avais pas été si drastiquement exclu ce jour-là, si j'aurais redécouvert la peinture, Paris, mon indépendance. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, a répondu Daniel, sa voix épaisse d'émotion. Mais je peux promettre que je ne te ferai plus jamais te sentir invisible. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, ai-je répondu honnêtement. Être vu non pas seulement comme une mère ou une grand-mère, mais comme Hélène. Cet après-midi-là, alors que je peignais avec Chloé dans le petit atelier que j'avais aménagé dans mon appartement, elle m'a posé une question inattendue. Mamie,
As-tu pardonné à papa et maman de ne pas t'avoir emmené en croisière? J'ai fait une pause, cherchant des mots qu'un enfant pouvait comprendre, mais qui restaient vrais. Tu sais, Chloé, pardonner ne signifie pas faire semblant que quelque chose de douloureux ne s'est pas produit ou que cela n'avait pas d'importance. Cela signifie décider de ne pas laisser cette douleur contrôler ton avenir. Et oui, je pardonne un peu plus chaque jour. Comme dans tes tableaux, a-t-elle dit, me surprenant par sa perspicacité. Quand tu fais une erreur, tu ne peux pas l'effacer, mais tu peux transformer l'erreur en quelque chose de beau. J'ai souri, émerveillé par la sagesse de cette petite fille de 8 ans. Exactement comme ça, mon amour. Exactement comme ça. La vie a continué son cours avec de nouveaux schémas s'établissant. Je n'étais plus la source infinie de soutien financier et émotionnel pour Daniel et Sarah, et je ne voulais plus l'être, mais j'étais une présence constante et appréciée dans leur vie, surtout pour mes petits-enfants. J'étais aussi une artiste en développement, une amie, une voyageuse, une femme redécouvrant des passions dormantes et en cultivant de nouvelles. La maison que j'avais vendue n'a plus jamais été mentionnée, comme si nous comprenions tous tacitement qu'elle représentait un chapitre clos de nos vies. Les nouveaux propriétaires l'avaient entièrement rénovée. Une fois, nous sommes passés devant elle lors d'une promenade, et nous l'avons à peine reconnue. On dirait une vie différente, a commenté Daniel. C'en était une, ai-je répondu simplement. Pour mon 63e anniversaire, j'ai reçu un cadeau surprenant de Daniel et Sarah, un billet pour l'Italie et une inscription à un atelier de peinture en Toscane. Pour que tu puisses continuer ton voyage, disait la carte qui accompagnait le cadeau. Avec tout notre amour et notre respect. En regardant l'enveloppe avec les billets, j'ai réalisé que j'avais bouclé la boucle. La douleur de ce jour au port s'était transformée en quelque chose de complètement inattendu, la liberté. Non seulement physique ou financière, mais la liberté intérieure de finalement vivre comme la femme que j'étais destinée à être. La vengeance n'avait été que le début. La renaissance qui a suivi a été le véritable triomphe.